Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. L'Association des urbanistes du Grand Ouest, ou AUGO pour les intimes, est un pôle de rencontres, de concertation et d'échanges ouvert à tous les professionnels de l'urbanisme de Bretagne et des Pays de la Loire. Elle a organisé, le 10 mars 2021, une rencontre qui avait pour thème « Construire le monde d'après, les urbanistes seront-ils au rendez-vous ?» J'ai eu le plaisir d'être convié à cette table ronde aux côtés de Jérôme Baratier, directeur de l'agence d'urbanisme de Tours. Une rencontre animée par Jean-Philippe Defave, journaliste au Moniteur. Ce podcast est la rediffusion de cet échange. N'hésitez pas à aller visiter le site de l'AUGO, augo.fr, pour suivre l'actualité de l'association et y adhérer. Bonne écoute. On a décidé de l'organiser en trois séquences. Bon, je vous rappelle le thème, construire le monde d'après, vaste sujet bien sûr. On s'est dit, on va partir sur un outil qui avait été mis en place par Logo justement, une newsletter qui avait été dédiée, réalisée pendant juste après le confinement, je crois, et qui synthétisait un peu les différentes problématiques que cette pandémie est venue soulever au sein du monde des urbanistes. Donc, en gros, on va partir sur trois grandes séquences, ou deux petites séquences et une grande séquence. On va, avec nos intervenants, se réinterroger sur le constat de la ville confinée. Qu'est-ce que c'est, au-delà de l'état de sidération dont on a tous été touchés, qu'est-ce que ça interroge les uns les autres, et ensuite on reviendra peut-être sur je mets mes lunettes, ça ira mieux peut-être avec la buée. Non, peut-être Sylvain, je ne sais pas, on va peut-être retirer les masques. Oui. On respecte maintenant on est à distance réglementaire. Oui, très bien. Ouais. Voilà, ça ira mieux. La deuxième partie, c'était peut-être les nouvelles pistes pour les nouvelles orientations pour les projets urbains. Et puis après, on verra largement plus en détail les pistes d'action pour les professionnels que vous êtes. Cette dernière partie, on va dire, le futur de votre métier sera bien évidemment plus largement représenté sur les trois séquences. On va se donner 1h30 pour débattre de tout ça, ce qui nous laissera, puisqu'on avait prévu de vous mobiliser 2 heures, ce qui nous laissera une demi-heure pour revenir sur certaines questions qu'on aurait oublié de vous poser, ou des thématiques qui sembleraient importantes. Alors, sur ce point précis des questions, je vous invite à les poser, les formuler sur le chat. 2 cas de figure, soit on arrive à les prendre à la volée et on les inclut dans la discussion avec nos intervenants, soit on revient, il y a une petite équipe là avec nous, on revient sur des questions qui auraient pu être oubliées, et à ce moment-là, on les aborde dans la toute dernière partie de cette table ronde. Alors, Christophe a présenté très rapidement nos intervenants. On va revenir. Jérôme Baratier, vous êtes à l'écran, je crois. Ça tombe très bien. Donc, Jérôme Baratier, vous êtes directeur de l'agence d'urbanisme de Tours, maître de conférences à l'école urbaine de Sciences Po. Vous avez écrit notamment sur les réseaux sociaux, vous avez donné votre point de vue sur l'urbanisme et la santé, sur les espaces périurbains, et pour vous, la ville apparaît à la fois comme le problème et la solution, pour faire simple. Peut-être en guise de poursuite de ces présentations, Jérôme,
qu'est-ce qui se passe à Tours? Aujourd'hui, vous êtes dans une métropole qui a un peu toutes les caractéristiques qui vont bien, on va dire. Vous n'êtes pas parisien, c'est pas mal déjà. On n'est pas sur une grande métropole et on est plutôt sur une dynamique intéressante. Alors oui, j'aurais peut-être dû formuler un peu ma question un peu plus précisément. Pouvez-vous nous présenter Tours dans les grandes lignes, d'un point de vue urbain? D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Tours, c'est une des métropoles deuxième génération, celle qui monte dans le wagon à force de courir derrière. Donc, vous savez, il y a eu 15 métropoles et puis 7 autres qui sont arrivées. Institutionnellement, c'est un établissement public de coopération intercommunale de 300 000 habitants qui rayonne sur une aire métropolitaine de 500 000, grosso modo, avec des caractéristiques ligériennes, donc on va dire une hybridation ville et nature qui est assez forte. Et pour autant, j'entends bien la question de la taille, puisque la taille, ça compte toujours, mais la taille humaine, etc. Aujourd'hui, si on rentre dans la question du sujet qui est qu'a fait le Covid à la ville, ben, je pense qu'elle a créé un sentiment de défiance généralisé par rapport à l'urbain. Et grand ou petit, quand bien même l'Express et le Nouvel Obs nous parleraient tout le temps d'exode urbain dans les petites villes, etc., je suis pas sûr que ce soit une question de taille qui soit en jeu, mais plutôt une capacité à proposer finalement des situations urbaines différenciées. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà un portrait très large. C'est des territoires qui sont en dynamique modérée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les croissances démographiques de la façade atlantique, évidemment, mais on n'est pas dans la déprise du centre et est de la France. Donc, c'est en effet cette idée de la mesure, de l'échelle humaine, etc., donne un a priori plutôt positif sur ces territoires, mais en y regardant de plus près, je pense que ce sont des concentrés de situations métropolitaines problématiques et de situations agro-naturelles problématiques aussi, en fait. Donc, on a finalement une sorte aussi de précipité, on va dire comme ça, des questions urbaines ou même plus largement territoriales. Donc, c'est ni bon ni mauvais élève, c'est la question en tout cas d'avoir des systèmes d'acteurs en fait qui sont peut-être moins complexes que dans de grands territoires et donc d'être peut-être plus en capacité de les actionner, mais on y reviendra. Et vous faisiez allusion à ma réaction juste en 2 mots. J'ai fait la recherche. En fait, c'est le 29 mars où j'ai fait un petit article publié au Presse universitaire de Grenoble. Donc le 29 mars, on est très tôt. J'aurais pas grand-chose à y changer à cet article, mais surtout, ça partait du principe qu'il faut prendre cette crise au sérieux. C'est-à-dire qu'elle mérite mieux qu'une double page dans Le Monde, avec sans anaphore commençant par « le temps est venu de ». Vous voyez, si je fais allusion, genre le temps est venu d'envisager de rendre les conditions d'un autre monde possible. Vous voyez, si on en reste dans ce niveau d'incantation, il me semble-t-il que finalement, on va rien apprendre de cette crise. Et pour autant, il faut la prendre au sérieux parce que il y a des chercheurs finlandais, notamment Demos Helsinki, qui ont bossé sur à quelles conditions une crise porte des transformations profondes. Grosso modo, pourquoi la crise de 29, elle crée l'État-providence et pourquoi la crise de 2008, elle ne génère rien. Mais il faut 3 conditions. Première condition, il faut qu'elle soit précédée de mouvements sociaux importants. Les gilets jaunes, on peut considérer qu'on coche cette case. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une injection massive d'argent public. Le quoi qu'il en coûte semble nous permettre de cocher cette case. Et la troisième condition, c'est que la crise révèle des fractures sous-jacentes à la société. Ça, on y reviendra un peu,
mais quand même sur la misère étudiante. Alors même s'il y avait un célèbre texte en 1968 qui en parlait, mais sur la misère étudiante, sur la question alimentaire, sur la question de l'isolement, etc., on peut dire aussi qu'on coche cette case. Et donc, on va y revenir parce que je pense que c'est le cœur de notre débat, mais prenons-la au sérieux. Et l'apprendre au sérieux, c'est d'essayer d'écouter et de regarder ce qui se passe vraiment, et plutôt qu'être dans les biais confirmatifs, parce que vous avez bien vu dans les tribunes, les pro-Smart City vous ont dit, mais évidemment, c'est la Smart City qui va nous sauver de la crise. Et puis, les permaculteurs nous ont dit, évidemment, c'est la permaculture qui va nous sauver de la crise. Donc, il y a un biais confirmatif. Et moi, il me semble qu'il faut la regarder, il faut refroidir l'objet, finalement, pour essayer de le regarder le plus honnêtement possible. En tout cas, si ce n'est pas de l'honnêteté, au moins que ce soit de la sincérité. D'accord. Merci. Alors, Sylvain Grisot va certainement nous dire de son côté, la ville doit être plus frugale, puisque c'est son dada. C'est aussi son métier. Vous êtes urbaniste à Nantes. Vous avez signé récemment et publié aux éditions Apogée, après l'avoir édité par vous-même, le manifeste pour un urbanisme circulaire. Et puis, donc, je disais, votre leitmotiv, c'est la ville frugale, moins consommatrice d'espace, de matière, d'énergie, pour faire simple. Sylvain. Alors, pardon. Alors, vie frugale peut-être, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et on va se retrouver dans les mêmes slogans dont parlait Jérôme. C'est-à-dire que sur cette base-là, en effet, on peut faire des tribunes, on peut même en faire beaucoup, mais la somme de tribunes ne fait pas société. Alors, ce qui est assez intéressant, en tout cas moi, évidemment, qui me concerne, c'est que c'est en effet un bouquin que j'ai écrit avant la pandémie. Sa première édition est sortie en janvier 2020, donc vraiment quelques mois avant. Je pense d'ailleurs que la pandémie n'est pas pour rien non plus dans la réception qu'il y a eu de ce bouquin-là. La nécessité à un moment de trouver un éditeur, parce que je ne pouvais pas passer mes journées à faire des allers-retours jusqu'à la poste. C'est que déjà les gens ont eu le temps de lire, mais surtout c'est entré en résonance finalement avec des constats qu'on faisait déjà tous, des constats à la fois de crise, on vient d'en parler, crise sociale, des constats de limites. On atteint des limites d'un système, que ce soit énergétique, que ce soit sur la question des matériaux, que ce soit sur le dialogue entre les territoires, etc., etc. Et quelque part, voilà, j'ai tenté d'écrire ce qui était plutôt des impressions et plutôt le début d'une réflexion que la fin d'une réflexion. Et il se trouve que, en tout cas, beaucoup ont trouvé que ça venait plutôt confirmer, que la crise venait plutôt confirmer ces premières impressions-là. Alors non pas que j'avais raison, je pense qu'on avait tous à peu près raison, et simplement que la crise, que la pandémie et de ce qu'elle dit à notre ville, c'est à la fois un accélérateur d'un certain nombre de fragilités, notamment ces fragilités sociales, mais pas seulement. Et puis c'est un révélateur aussi, ou en tout cas un révélateur pour certains, d'un certain nombre de grands défauts de notre ville. Certains se sont aperçus que les logements qu'on construisait aujourd'hui étaient trop petits. Bravo, c'est dommage qu'on ait eu besoin d'une pandémie pour qu'ils s'en aperçoivent. Certains se sont aperçus que… Est-ce qu'ils sont vraiment trop petits ? Oui. Parce que je discutais avec un promoteur qui me faisait la démonstration inverse. Étonnamment. En tout cas, chiffre à la pluie, il me faisait la démonstration inverse. Et j'étais, ma foi, dans l'incapacité de lui répondre. Alors, moi j'ai pas de… Je vais pas… Alors, c'est les logements et c'est des logements. En fait, la question sur laquelle on a beaucoup parlé, hein, c'est pas les logements, c'est le logement du Parisien, qui a quand même été plutôt au centre des débats. Et ce qui repose la question des logements neufs, des logements récents produits notamment dans le cœur des métropoles. Et aujourd'hui, le fait que les éléments programmatiques qui viennent surdéterminer le dimensionnement d'un logement, c'est d'abord que la plupart des logements produits ne sont pas achetés par les gens qui vont les habiter dans les métropoles, puisqu'on est sur une part de défiscalisation qui est extrêmement importante. Donc, on est sur une logique d'investisseurs. Et ensuite,
que ces règles-là, c'est-à-dire des règles financières, Excel finalement écrit in fine le programme parce que on a des déterminants par rapport à des surfaces maximales, par rapport à des budgets maximaux dans ces voies de défiscalisation. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des gens, il n'y a pas des promoteurs, il n'y a pas des architectes qui se battent pas au quotidien pour faire des logements qui soient à la fois grands, mais surtout intéressants et vivables. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel du volume qui est produit aujourd'hui, il est suroptimisé par rapport à une équation économique qui est liée à des modes de défiscalisation qui sont aujourd'hui à la fois l'alpha et l'oméga, mais aussi l'opium de notre machine de production du logement aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui fait tourner le bâtiment et quand le bâtiment va, tout va. Donc, c'est très dur de s'arrêter. Donc oui, on fait aujourd'hui des logements qui, en tout cas, ne sont pas pensés dans le cœur des métropoles pour accueillir des familles. Et donc suffisamment grand pour vivre en famille. Ça veut dire que c'est justement le cœur de cette production et l'inflation des valeurs, évidemment, qui va repousser aux marges des métropoles, c'est-à-dire les métropoles vécues, dont parlait Jérôme, plutôt les 500 000 habitants que les 300 000 de la métropole administrative, donc plutôt à distance, les familles aux revenus normaux, dont une fois de plus, d'ailleurs, on s'est aperçu, ou en tout cas certains se sont aperçus au moment de la crise que c'est ceux qui prenaient les transports en commun, et c'est ceux qui faisaient tourner la ville et les hôpitaux. Jérôme Bratier, vous faisiez allusion tout à l'heure à l'épisode qui a précédé la crise, la pandémie actuelle, l'épisode des Gilets jaunes, deux manifestations vraiment importantes, qui un peu contradictoires, en tout cas un peu, c'était d'un côté, j'ai caricaturé, mais je suis journaliste, alors c'est normal. C'était d'un côté la révolte du périurbain et de la campagne contre la ville, et puis avec la pandémie, on s'est dit finalement les métropoles, les villes sont peut-être pas si bien loties que ça. Donc il y avait ces deux grands mouvements. Qu'est-ce que ces deux et l'imbrication entre les deux, l'ordre de ces deux grands mouvements vous inspire l'un et l'autre, Jérôme? Moi, je vois plutôt une convergence des luttes. C'est-à-dire que si la lecture qu'on peut faire des Gilets jaunes, c'est en effet une sorte de revendication forte du droit au service, finalement, à la ville, donc d'accès à la ville, peut-être y compris à la campagne. La pandémie, finalement, elle a disqualifié l'urbain dense. Tous les articles qu'on a eus sur la densité est-elle mortifère, avec des ratios, etc. On a Orfeuille qui a fait des choses. Il y a eu toute une littérature là-dessus. Finalement, c'est venu cristalliser le fait que, j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps, on a jeté le bébé métropolitain dans l'eau de l'urbain. C'est-à-dire que les métropoles, la métropolisation à peine instituée, elle est considérée comme étant le mal qu'il faut abattre. Moi, je suis pas dans la défense de l'institution, j'en ai rien à carrer de l'institution en tant que telle. On sent bien que derrière, il y a aussi Macron, président des riches, président des villes. Il y a toute une litanie qui a fait qu'à un moment, on a considéré que l'urbain corrompt, l'urbain nous trahit. C'est pas que le prof des Gilets jaunes. Vous avez des chercheurs éminents qui sont passés par le MIT, comme Guillaume Faburel, qui vous écrit les métropoles barbares en disant, je le caricature, je suis pas journaliste, mais je suis capable de le faire. Vive les éco-hameaux et les communautés auto-organisées. Sortons-nous de la ville marchande sous l'emprise de la mondialisation. Et je trouve que nous, en tant qu'urbanistes, ça nous interpelle un peu quand même, à un moment, de dire que les terrains de jeu dans lesquels on essaye d'exercer, qu'ils soient des villes centres, des villes de banlieue ou des situations périurbaines, elles sont aujourd'hui considérées comme étant mortifères et ingrates. Alors, l'idée, c'est pas de se flageller en disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait, d'autant plus que dans le système d'acteurs, finalement, et Sylvain l'a bien dit, c'est le marché qui façonne le logement aujourd'hui, clairement. Ce sont les Excel qui déterminent les surfaces des logements. C'est des rendements locatifs au mètre carré. Le politique peut rien faire? Bien sûr que si, il peut faire, mais j'espère encore. Mais le fond de l'air est frais pour l'urbain. Et là, on vient d'avoir deux vagues. Alors, que ça remette à l'agenda des vraies questions, qui est la question de la place de la nature en ville,
est la question de la qualité des usages des espaces publics, que ça nous pose des questions de modes d'action collective différents, c'est assez intéressant. Mais il me semble que les coups de balancier sont trop, sont d'une part assez violents, et que derrière ces images d'Épinal, derrière il y a des situations urbaines. Non, il faudrait pas que ça nous détourne des difficultés urbaines réelles, que ce sorte de discours de l'exode urbain, le retour dans les campagnes, etc., nous empêche de penser la question de l'urbain à ces différentes échelles. Et je suis désolé, mais quand on habite à 50 bornes de Tours, et pourtant on est vraiment dans des paysages ruraux, je parle pas de territoire, je parle de paysages ruraux, évidemment qu'on a un mode de vie. C'est-à-dire que ça a reposé. C'est comme si Christophe Guilly avait gagné, finalement, je trouve. Et c'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Est-ce que ça vous oblige pas finalement à faire comme certains politiques ont fait? Ça lui a pas porté chance, je pense à Lionel Jospin, un devoir d'inventaire en tant qu'urbaniste, toutes ces questions-là. Est-ce que ça mériterait pas justement ce travail? Si, moi je pense. Il faut voir comment on parle de la densité, par exemple. Je trouve que on y reviendra dans le débat. Il faut. La question, c'est peut-être pas toujours la mixité comme on l'a envisagé. Oui, bien sûr qu'on a. Mais j'imagine et j'espère qu'on fait partie des professions qui sont réflexives, en tout cas qui se questionnent. On est dans un environnement qui pousse à la standardisation. Le marché et l'État, pour le dire un peu vite. Vous avez bien vu à quoi on finit par ressembler les écoquartiers, par une sorte de référentiel avec des cases, etc. La capacité à faire du sur-mesure et du local, je pense qu'elle est pas tout à fait nouvelle. Et ça nous challenge encore plus, en effet. Sylvain, pour revenir sur ces deux événements, deux crises majeures, quelle est votre analyse sur cette actualité récente? Pour prendre la suite de Jérôme, sur cette question d'où habite-t-on. En fait, on a l'impression que l'ensemble des débats et des tribunes étaient positionnés entre, d'un côté, la métropole, sous-entendu la capitale. Quand on parle de densité, c'est la ligne 13 du métro. C'est l'image qu'on a, en oubliant toutes les autres réalités de ce que peuvent être les métropoles dans leur diversité. La ville moyenne qui reprendrait le flambeau, comme s'il y avait une catégorie homogène de ville moyenne. Alors qu'on le sait bien, y compris dans Action Cœur de Ville, il y a une diversité qui est extrêmement importante, et puis la campagne. Tout ça en oubliant une partie quand même extrêmement significative du territoire urbain, c'est-à-dire urbanisé, celui qu'on a occupé, celui qu'on a consommé pour construire nos lieux d'habitat et de travail, qui est le périurbain. Et finalement, avec l'éloge de la campagne, la rural pride de certains, est-ce qu'on n'est pas en train de dérouler le tapis rouge aussi sur un éloge du périurbain et de l'extension d'un nouveau périurbain, et quelque part une bonne façon de ne rien changer grâce à la crise. C'est la crise, donc ne changeons rien. Et on a eu des articles comme ça. Alors je pense que la première chose pour moi, c'est d'arrêter et de sortir de ces catégories. Déjà, ce qu'on appelle une métropole en France, c'est quoi? C'est une métropole administrative. Je suis désolé, Tours, mais même Nantes n'est pas une métropole à l'échelle européenne. On est sur globalement des villes moyennes. Donc là, quand on parle de métropolisation à une échelle mondiale, on n'est pas en train de parler du même sujet. Les catégories de villes moyennes ne tiennent pas. Et comme vient de le dire Jérôme, on habite à la campagne comme des urbains. Donc il y a à la fois la question d'espace urbain, et le village est un espace urbain aussi, et puis il y a un mode de vie urbain. Et pour moi l'enjeu, c'est ce que j'appelle dans mon bouquin, mais globalement c'est de mieux habiter ces espaces qui sont déjà des espaces urbains, dans lesquels je viens positionner aussi le périurbain. Et quelque part, les gilets jaunes, alors on peut leur faire dire ce qu'on veut, c'est vachement pratique. Je suis pas journaliste, je peux aussi y arriver à faire de l'exégèse. Ça a été fait, largement. Voilà, donc ça a aussi donné lieu à beaucoup de tribunes. Donc c'est intéressant parce que tout a été dit, et donc on fait parler le rond-point du Leclerc. Il dit en tout cas une vraie forme d'incompréhension.
Et on sait bien qu'à un moment, ça va être dans un dialogue, pas dans un dialogue naïf, mais dans l'arrêt de ce dos à dos, de cette revanche. Et encore, j'ai encore lu un article récemment sur une alliance de villes moyennes contre les métropoles. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse à attendre, de réponse pertinente à attendre de ça. Évidemment que c'est dans le dialogue, et d'ailleurs, c'est le premier à en avoir besoin du dialogue avec son territoire, c'est la métropole. Et sa vie est associée justement à ce dialogue, que ce soit un dialogue alimentaire, que ce soit sur le domicile-travail, etc., etc. Après, il y a un élément aussi quand même de la crise des Gilets jaunes, c'est que pour moi, c'est à la fois la crise d'avant et la crise d'après la pandémie. Et ça, on tend à l'oublier. C'est-à-dire qu'on aurait tout à coup une solution dans l'éloignement de la ville, dans un retour de l'isolement, 6 mois après que justement les Gilets jaunes nous disent attendez, nous, on est trop dépendants de notre voiture et in fine, on ne peut pas dépendre du prix du gazole pour vivre dans le périurbain. Donc, c'est aussi un rappel du fait que la ville qu'on a à écrire aujourd'hui, que la ville d'aujourd'hui qu'on doit adapter aussi à demain, c'est pas que pour le Covid-19, c'est pas que pour le Covid-22, mais c'est aussi pour les crises qui viennent. Et la crise des Gilets jaunes nous a rappelé aussi la dépendance automobile, la dépendance pétrolière associée à ça, et le fait que ce point-là est juste insupportable socialement. C'est le sens justement d'un petit mot de Dominique Musselin qu'on peut voir sur le chat. Il me semble que les Gilets jaunes sont plutôt un révélateur des effets de la crise des énergies fossiles. Et ça, c'est certainement un vrai sujet, la voiture. Alors Sylvain, justement, la voiture, c'est un de votre thème de prédilection. On a trouvé le coupable idéal. Complètement. C'est parfait. C'est parfait. C'est de sa faute, c'est pas de la nôtre. Voilà. Donc non, moi, c'est pas du tout ma conclusion. En écrivant mon bouquin, justement, je conclus en disant que l'étalement urbain n'est pas le problème et la voiture, c'est un coupable beaucoup trop facile. C'est en tout cas la voiture qui nous a permis d'abandonner, finalement, d'intégrer cette question de la distance dans nos plans urbains, dans l'aménagement de nos territoires. Et là, on a eu aussi un retour avec cette question de la proximité qui est revenue. Alors, c'était ce cercle du kilomètre du préfet de Paris, ou la ville du quart d'heure, pas du préfet, mais plutôt là de la maire de Paris. Mais on s'est retrouvé dans une échelle qui, pour certains, a été une vraie échelle de la proximité. On a retrouvé à la fois du voisinage, des commerçants, on a retrouvé aussi beaucoup de choses, et on s'est aperçu qu'il était possible aussi de vivre dans son quartier, pas que dans le résidentiel. Après, pour certains, on a parlé beaucoup de surpopulation, mais pour certains, notamment 10 millions de Français qui ont vécu le confinement tout seuls, justement, ils se sont aperçus que ce périmètre du kilomètre ne permettait pas de vivre, parce qu'il y avait simplement pas de commerce alimentaire présent. 10 millions de Français, un quart d'entre eux plus de 75 ans, avec des très forts pourcentages de femmes isolées en milieu rural. Donc, on est là-dessus sur des formes d'absurdité et des vraies formes de fragilité. Donc, on retrouve aussi là-dessus cette dépendance à la voiture. Alors là, pas par le choc pétrolier, pour le coup, là c'était la partie gilet jaune, mais par l'interdiction de circuler. Donc, percevons aussi ces choses-là. C'est pas nouveau, ça avait lieu avant, mais on a fait le choix il y a 50 ans de laisser dessiner nos territoires à la voiture. Voilà, c'est aujourd'hui maintenant le choix de faire autrement et la nécessité de faire autrement, pas que pour répondre à la pandémie, mais pour répondre aussi aux crises qui viennent. Jérôme Baratier, pour terminer sur cette réaction face à ces différentes crises qui est récente, comment vous enseignez, je disais tout à l'heure, vous enseignez à Sciences Po, comment les jeunes étudiants avec qui vous travaillez ont analysé, ont vécu et vivent cette situation? Ils font comme ils peuvent, j'ai l'impression, et probablement que j'ai pas l'échantillon le moins équipé d'un point de vue de bagage cognitif, culturel et financier. Donc, je me garde bien d'essentialiser la communauté Sciences Po, même si le cycle d'urbanisme est beaucoup plus brassé qu'on pourrait le penser.
moi, je trouve en tout cas dans leur centre d'intérêt et par rapport à la génération précédente, en tout cas d'urbanistes, voilà, la question de l'accès à la nature, elle est quand même plus centrale dans les préoccupations que nous, on ne l'a jamais eu. Nous, on a vu arriver ça avec les premiers. La génération de paysagistes qui ont commencé à nous parler de tiers paysages, de tout ça. Vous voyez, Clément Corageau, des vignes. Hein, la nature, elle est arrivée par ce prisme-là. Jusqu'à maintenant, dans nos projets urbains, elle était quand même plutôt résiduelle. Et il me semble qu'eux ont une approche, en tout cas dans l'angle qu'ils privilégient, une approche avec un substrat bien plus important. Et je trouve que le premier confinement, il nous a dit ça dans une sorte de surenchère sécuritaire finalement qu'on a eu, mais c'est pas un reproche parce qu'on ne comprenait rien, on ne savait rien, etc. Mais vous avez vu, il y a un moment, il y a une sorte de course à l'échalote pour dire, moi, maire, je suis encore plus précautionneux. Alors, je parle même pas de ceux qui ont mis de l'eau de javel dans les rues, mais la ville de Paris, elle a d'un seul coup décidé que les parcs, il fallait les fermer, par exemple, ou qu'il fallait réduire les plages horaires des footings. Et puis, c'est à peu près les mêmes personnes, parce que je pense que l'exécutif a été reconduit, qui nous dit aujourd'hui, mais il faut tenir compte de la situation du logement dans Paris et ouvrir les externes. Comment le même argument il peut être retourné selon qu'on cherche à être dans une situation politique, finalement, plutôt du risque zéro versus je vous défends contre le méchant papa État, quoi. Et donc ce rapport aux extérieurs, il se pose pour nous dans les projets urbains, mais il se pose y compris dans le périurbain où on pourrait considérer que là il manque pas d'extérieur. Mais la question, ce sont ses usages, c'est sa qualité y compris en termes de naturalité ou de biodiversité. Et c'est un truisme, quoi. Mais moi j'ai l'impression que la nouvelle génération aujourd'hui s'intéresse plus au vide qu'au plein, avec la difficulté d'être après confronté à un marché du travail où quand même, aujourd'hui, pour trouver un job, c'est plutôt ceux qui produisent du plein. Donc, il y avait un article il y a 7-8 mois, je crois, du Monde qui dit « On m'a vendu du rêve », en parlant des écoles d'archi, pour le coup. Mais je pense que oui, il y a des décalages de plus en plus forts entre des aspirations et la prise en compte de la crise climatique au premier chef, avant même la crise sanitaire, et un état du marché qui finalement, peu qu'on ait mis un potager sur le toit et du coworking au rez-de-chaussée et un peu de dégoulinade verte sur la façade, on a fait le job, quoi. Là, je pense qu'on l'élastique est en train de se tendre très fort. Et vous pensez, c'est votre point de vue ou c'est celui de vos étudiants? Non, c'est le mien. Je veux pas parler à leur place. Et puis eux sont encore pas tout à fait complètement confrontés à la réalité du marché du travail. Et quand vous êtes maître d'ouvrage chez un promoteur immobilier, on va vous demander de prendre en compte ces nouveaux éléments. Mais quand même, la marge et le bénéfice se fait sur le nombre de mètres carrés. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, les régulations publiques là-dessus sont pas encore complètement arrivées, il me semble. Sylvain. Moi, je trouve ça très intéressant, en effet, d'écouter ou d'observer d'ailleurs aujourd'hui ce que produisent les étudiants, hein, parce qu'ils sont aussi le témoignage un peu hyper contrasté de tendances. Et il y a, moi en tout cas, je perçois, puis je fais de l'enseignement, ça fait pas très longtemps, vraiment des à-coups, alors dans des milieux très différents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu cette hésitation à construire, hein, y compris dans les écoles d'architecture, sur lequel une bonne partie quand même des projets de fin d'année sont plutôt en bois de palette, sont plutôt sur l'espace public et sont plutôt réversibles. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs que ça existe. En même temps, ça vient croiser aussi une forme d'hésitation de toute une génération d'élus
qui sont passés aussi du statut de maire bâtisseur à maire planteur, ce qui est très bien, mais ce qui ne doit pas non plus empêcher de transformer. Et moi, je pense qu'il y a une grosse confusion qui est faite entre cette nécessité de moins bâtir, de moins construire, de moins couler du béton, d'avoir un travail qui est beaucoup plus fin sur est-ce qu'on a vraiment des besoins, est-ce que ça nécessite d'avoir des besoins aussi importants, avec la réflexion sur comment on fait, et puis la réflexion de où on fait. On a besoin, très clairement, de transformer la ville, on a besoin de plus la modifier, de plus l'adapter à nos besoins, on a besoin d'avoir des métropoles qui répondent finalement qui répondent présent quand d'un côté elles sont attractives et elles se veulent attractives et donc elles attirent, mais de l'autre côté elles ne logent pas. Donc on a besoin là-dessus d'avancer et on se retrouve sur cette forme d'impasse où en fait il y a pas d'entre-deux entre ne rien toucher et quelque part se dire protéger la nature, voire planter, et de l'autre côté construire. Et moi je suis persuadé justement parce qu'on a de la place, on a de la place dans le périurbain, Jérôme l'a dit, mais on a aussi de la place dans la ville, ne serait-ce que par le parking, par la place prise sur l'espace public, par les réallocations d'espace, une réflexion sur les temps, etc., etc. On a la place à la fois de construire, mais de construire mieux, et de planter beaucoup plus. On a la possibilité de faire les deux. Or, on est plutôt sur un mouvement de balancier assez brutal. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, et on a du mal à trouver un sens et une forme de cohérence qui nous donnerait aussi une forme de cap commun, non pas pour fuir la ville, mais pour transformer la ville qui est déjà là. Mmh. Ça revient. Pardon. Je partage vraiment ce que vient de dire Sylvain, et ça s'accompagne d'une réduction des échelles, me semble-t-il. C'est-à-dire que y compris les zéro carbone, etc. Du moment que vous mettez un chiffre, vous mettez un périmètre et donc vous mettez tout sur le périmètre. Et si le génie civil est remplacé par le génie végétal, c'est sûrement mieux, ok, mais pour autant, on n'est pas dans une approche systémique. Et les gilets jaunes et la pandémie, ils nous ont parlé quand même du télescopage des échelles, pour parler comme Hoffner. En tout cas, que le loin, le proche et le lointain, ils sont là. Et le risque, c'est d'être dans une sorte de performativité renforcée d'un point de vue environnemental. Mais je ne condamne pas, je dis que c'est pas suffisant. En fait, sur des îlots ou sur des choses un peu circonscrites. C'est aussi les travers des réinventés. On vous dit, on va vous réinventer un territoire à partir de 15 parcelles dont la moyenne fait 1,5 hectare. Et donc, ça comment dire, ça fait du concepteur ou de l'urbaniste un performeur, là où, plus que jamais, on a besoin de quelqu'un qui est à l'aise dans les polyphonies et qui est chef d'orchestre, aux différentes échelles. Et moi, je crains que la petite échelle l'emporte comme étant le démonstrateur à tout craint, y compris des changements politiques. Il va falloir que ces nouveaux maires des villes-centres issus des élections, là, ils fassent leurs preuves. Mais c'est plus pratique de faire un démonstrateur sur un îlot, grosso modo, que d'engager un vrai dialogue avec son interland et la question de la circularité, par exemple, des matériaux, ou, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans le bouquin de Sylvain, dont j'encourage chacun à le lire. Mais vous voyez, il y a aussi la question il faut aller vite, et le vite, c'est parfois petit et périmétré. Et nous, c'est notre question dans notre posture professionnelle, me semble-t-il, d'être sans cesse sur le multiscalaire, ou alors on va devenir des ingénieurs de la performance urbaine ou de la performance environnementale. Et c'est pas sale comme métier, mais je suis qui d'autre va se promener entre les différents étages? C'est ça, c'est un peu la question que je me pose. Vous prenez l'un l'autre, me semble-t-il, une sorte de modération à tous les stades. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi de se retrouver avec, je sais pas moi, des immeubles de 5 étages maximum qui se ressemblent un peu tous, avec tous des balcons, voilà, une ville un peu standardisée de cette manière-là, qui ferait pas trop de vagues, qui serait pas très excitante non plus. C'est pas un réel risque là? Moi, je laisse à chacun le soin de définir ce qui l'excite. Vraiment,
dans ce sujet-là, ce que vous décrivez, c'est ce qui se passe déjà. Moi, je ne parle pas de forme urbaine parce qu'en fait, au fond, c'est un truc qui m'intéresse assez peu, pour être tout à fait honnête, même si j'ai conscience que ça s'y joue des questions de perception, mais notamment, je suis pas sûr que ça soit la modération quand on dit il faut pas essentialiser les territoires, il faut se poser la question du dialogue territorial, du jeu d'acteurs et de l'activation des espaces qui permettent d'améliorer l'offre urbaine. Quand Sylvain il nous parle des parkings, quand on parle des délaissés des infrastructures, quand on parle d'un certain nombre d'espaces commerciaux en mutation, on est vraiment là sur les lieux du recyclage. Et ça évite de s'enfermer dans une controverse qui, à mon avis, stérile, qui est ville versus campagne, puisque finalement, allez, je vais faire mon Michel Lussault de base, l'urbain est généralisé, diffusant et diffusé. Donc, c'est pas ça la question. On nous détourne avec ça. Et je pense que notre job aujourd'hui, c'est de mettre à l'agenda les vraies questions qui sont les questions clés du changement, parce qu'il faut changement. Je suis pas sûr que ça soit de la modération. Moi, j'ai pas. Alors au contraire, enfin, je veux dire, il y a des coups de braquet à donner, donc c'est pas de la modération. J'ai eu l'occasion de lancer une démarche qui s'appelle territoire pilote de sobriété foncière. J'étais à côté de Reims, donc dans la région du Champagne, et le maire a eu l'intelligence de préciser ce qu'était la sobriété. Et oui, on parle de sobriété foncière, pas de sobriété. Qu'on soit bien clair. Donc pour lui, c'était important. C'est aucune relation avec l'alcool, évidemment. Ça, c'est pas la même chose que de dire qu'il faut plus bouger. Et c'est justement l'inverse de ne plus bouger. Il faut qu'on trouve des réponses à nos besoins urbains. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve des réponses qui soient plus intelligentes, plus en cohérence avec les enjeux du siècle. Donc, épargner les sols, parce que en soi, il faut les épargner, mais parce que surtout, venir conquérir des sols périphériques, c'est une fois de plus s'éloigner. Donc, venir accentuer notre dépendance à l'automobile. Et donc, épargner les matières, et donc travailler sur la ville existante. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur l'application d'une recette standard, on est au contraire sur un principe qui est d'épargner les sols qui sont les sols dont on a besoin, notamment les sols agricoles, mais qui va s'appliquer extrêmement différemment selon les espaces, selon les territoires. En même temps, le zéro artificialisation nette, ça peut paraître comme une injonction. Alors moi, j'ai pas du tout parlé de zéro artificialisation nette, j'ai parlé de sobriété foncière, et justement, je pense que, et j'ai eu l'occasion d'être auditionné par le Parlement sur cette question-là. J'ai pointé 3 failles du fameux ZAN, le Z, le A et le N. Le zéro, ce qui revient à ce que vous disiez, le zéro, Jérôme, le zéro, le quantitatif, ça veut dire qu'on va parler de chiffres, de ratios, et donc on va parler de périmètre, qui paye quoi, etc. Artificialisation, on ne sait pas ce que ça veut dire, et tel que c'est aujourd'hui écrit dans le projet de loi, c'est tout à fait contre-productif. Un changement des termes du débat. Donc, le terme vient flouter les choses et puis le net vient introduire cette logique de compensation qui fait qu'on pourrait recréer un sol agricole sur une friche industrielle, par exemple. Alors, moi, je ne sais pas comment on fait. Pourtant, je travaille sur des friches depuis plus de 15 ans. Et une chose est sûre, c'est que je ne mangerai pas les salades issues d'un certain nombre des friches industrielles sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, ça marche pas, ce truc-là. C'est pas ça le débat, en fait. La question, c'est cette question de la sobriété. Moi, j'introduis cette sobriété en sol comme étant un peu une clé du système, une clé à une sobriété générale, mobilité, énergie, matériaux, mais peu importe. Ça va s'appliquer de façon très différente et ça veut certainement pas dire que la ville ne va plus bouger ou qu'elle va se limiter à une forme de plafond qui d'ailleurs R+5 serait extrêmement haut dans certains territoires. On a des territoires métropolitains où on est sur du R+1 plus comble à côté des transports en commun. Donc c'est ça la réalité en France. On a plutôt écrasé le plafond. Peut-être les nuages sont plus bas qu'ailleurs, je sais pas. On se retrouve quand même avec des contraintes là qui sont importantes. Il faut qu'on ait des réponses et ces réponses, elles vont venir dans la transformation de l'existant. Donc c'est pas faire moins. C'est certainement pas de la modération, au contraire, il faut qu'on fasse plus, mais dans le périmètre de la ville qui est là. Merci. Jérôme ? Que oui, de toute façon, dès qu'il y a chiffre, il y a une sorte de paresse intellectuelle, parce que c'est le tableur qui va le faire, ça conduit parfois, mais bon, c'est
c'est aussi du fait que malheureusement, l'État n'a plus les moyens de co-construire ou même parfois d'avoir un avis sur des projets. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça, on peut le regretter, cette mise à bas de l'ingénierie de l'État. Mais voilà, c'est plus facile de dire 0 ou divisé par 2 ou plus 25%, etc. Parce que ça se mesure, même si d'ailleurs, ils n'ont même pas les instruments de mesure. C'est ça qui est absolument incroyable. Donc, ouais. Ce qui est surtout un peu fatigant, je trouve, c'est cette mise à l'agenda législative ou réglementaire, c'est le bougisme réglementaire et de l'injonction, là où on est sur des métiers du temps long. Alors on peut emmerder tout le monde, mais un système d'acteurs, un dialogue entre les territoires, etc., ça prend du temps. Et boum, on vous balance le nouveau truc, tout devient urgent parce qu'il faut faire du reporting au bout de 2 mois à la centrale, etc. On est les urbanistes de la sphère publique qui baignent dans ce bain-là, dans lequel on rajoute sans cesse une huile essentielle différente. Et quelque part, je trouve que ça détourne de la question de la fabrique, finalement. Donc, soyons zen, comme nous suggère Nick Muselin dans le chat, plutôt que zan, zan. En tout cas, et si alors c'est déjà trop tard, vous allez me dire, mais si on faisait une pause, sur les dispositifs de la centrale, je pense que je ne vois pas en quoi ça poserait des difficultés aux territoires qui apprennent à faire des PLUI. On mesure pas les injonctions qu'il y a à s'inscrire dans des procédures plutôt qu'à animer des processus. Alors, la formule, elle est un peu simple, un peu simpliste, mais c'est quand même ça, quoi. Mais on a un enjeu aujourd'hui à repenser un système global. Donc, c'est pas uniquement avec des curseurs réglementaires, en fait. Et c'est là où, à la fois, la loi, elle est intéressante, elle est importante parce qu'elle marque un cap, qui est certainement pas le cap d'usant, en tout cas dans sa traduction actuelle. Mais on a aujourd'hui un texte de loi dans les mains qui va évoluer à l'évidence, qui pose aussi un certain nombre de changements de principe, de changements de braquet. Donc, et c'est là où on retrouve, pour moi, le cap du national et de la politique, c'est-à-dire montrer un cap, ouais. Notamment une inversion d'un principe, c'est-à-dire notamment que l'extension est seconde par rapport au travail sur l'existant et qu'on doit se donner les moyens du travail sur l'existant. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, a priori, il faut arrêter de faire des bêtises, notamment sur les zones commerciales. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais qui sont insuffisantes et qui ne seront pas résolues par des amendements législatifs, qui seront résolues sur les territoires, parce que sur ce cap-là, il y a déjà beaucoup de territoires qui sont en avance, qui ont déjà traduit ça dans leurs documents. D'autres sont en retard et il y a du boulot à faire, il y a une prise de conscience à avoir, mais je pense que s'il y a quelque chose qui pour moi est assez clair, c'est que pandémie ou pas pandémie, il y avait déjà l'émergence de quelque chose, moi que j'ai perçu au moment où j'ai sorti mon bouquin, et j'aurais sorti mon bouquin il y a 3 ans. Il aurait eu l'avenir normal de ce bouquin-là, c'est-à-dire qu'il serait essentiellement présent dans ma bibliothèque et pas dans celle des autres. J'aurais atteint mes objectifs qui étaient beaucoup plus modestes que ce qu'on a fait là. Ça dit quelque chose du moment, d'une prise de conscience d'élus, de techniciens, mais aussi de citoyens qui sont pas sur la question du pourquoi il faut changer, mais qui sont déjà sur le comment il faut changer. Ça veut dire que la loi, dans ce cadre-là, c'est un petit bout du truc. Il y a des choses à décoincer, notamment des choses qui ne sont absolument pas traitées par le projet de loi, qui est notamment le cadre fiscal autour de la question de l'artificialisation des sols, disons de la consommation des sols, pour pas utiliser ce mot qui bientôt deviendra tabou, l'artificialisation. Donc il y a plein de choses à changer, ça bouge pas. Mais par contre, c'est le système qui doit changer. C'est-à-dire qu'on a organisé un système qui est aujourd'hui concentré sur la production de neuf toujours plus loin, en étalement. On le retrouve avec les politiques publiques qui vont toutes, sauf exception, se traduire par une construction en périphérie d'un objet isolé, si possible au milieu des champs. Il y a une inversion de principe et sur ces principes-là, la première des questions, c'est doit-on vraiment construire
Doit-on vraiment déconstruire et puis après, doit-on vraiment aménager? Donc ça dépend des acteurs locaux. Et moi, j'ai noté ce que disait Jérôme sur le système d'acteurs à tours. Et c'est là où on retrouve une question d'échelle qui devient intéressante, c'est-à-dire à quel moment on est suffisamment nombreux autour de la table, mais pas suffisamment, mais pas trop nombreux non plus, pour arriver à faire des choses, y compris à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Un système a changé, j'entends bien, mais comment, avec qui, et aussi quelle pourrait être la part des urbanistes? Alors moi, je suis un franc militant pour une non-reconnaissance de la profession et une non-création de l'ordre, d'un ordre quelconque. Donc j'ai une vision très extensive de la notion d'urbaniste, et d'ailleurs, c'est le jour où j'ai réalisé ça que j'ai marqué cette profession-là sur mon passeport. Je l'ai enfin assumé. Donc, je pense que les urbanistes, on en a déjà 36 000 ou 35 000 plus exactement. C'est les maires. Ils en font partie. Je pense qu'on a des professionnels de toute nature qui sont à la fois dans les collectivités, qui vont être dans des satellites, qui vont travailler pour l'État, évidemment dans du privé, à tous les niveaux. Donc, il y a une diversité d'acteurs qui est absolument fondamentale. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin de se remettre à la page, de se reformer, à la fois pour comprendre les enjeux du siècle, qui nous touchent particulièrement, et aussi pour se donner les moyens d'agir. Il se trouve qu'on travaille sur un objet qui est pas un objet très simple, la ville, qui est à la fois hyper complexe, mais hyper long à fabriquer. Et en fait, la fameuse ville du futur, on peut parler de la voiture du futur, on ne sait pas si elle est zéro émission ou machin truc, mais en fait, la ville du futur, elle est déjà là. Donc, on est confronté à une nécessité, c'est que si on veut répondre aux enjeux pour 2050, il faut déjà qu'on ait une rupture absolument brutale. Alors que les constructeurs automobiles ont encore 2-3 générations de moteurs thermiques devant eux avant d'avoir à faire la transition. Nous, elle doit être extrêmement brutale parce que, en fait, on n'a plus qu'à les 20% de la ville de 2050 à construire. Donc, si on veut que ce soit pertinent, il faut commencer dès maintenant à ce que ce soit extrêmement pertinent. Et surtout, il faut s'occuper des 80% déjà là. Et ça, c'est un nouveau métier, en fait. Ça, c'est des nouvelles compétences, une nouvelle agrégation des acteurs, beaucoup plus de complexité, parce que la ville déjà là, c'est plus de monde qui est là, c'est des objets plus difficiles à construire et à concevoir que des objets en neuf, moins standardisables. Et en fait, il faut qu'on arrive à massifier un travail d'artisan, alors qu'on a industrialisé la fabrique de la ville depuis 50 ans. Mmh. Jérôme, qu'est-ce qu'un urbanisme, un urbaniste, et quel rôle peut-il jouer dans ce qu'on vient de dire? Non, moi, je suis assez d'accord sur avoir une vision extensive et peut-être je le définirais par des capacités à parler plusieurs langues et aux différents étages. Donc, en fait, à articuler des acteurs et des échelles. Voilà. C'est aussi bête que ça. Vous savez, Calon et Latour, ils avaient fait un truc sur les coquilles Saint-Jacques et c'est le courant de la sociologie de la traduction. Quelque part, un urbaniste, c'est un traducteur. C'est quelqu'un qui est nécessaire pour qu'une communauté, en tout cas de parties prenantes, elle permette de partager un diagnostic, un regard, une visée, des orientations et après des processus d'activation. Et c'est d'autant plus nécessaire dans le climat de défiance généralisée qu'on a, parce qu'on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'elle nous révèle, la crise? C'est tous les étages de la défiance. Alors, on savait déjà que la France, le rapport au pouvoir, aux politiques, etc., mais quand même, là, on atteint des choses très, très... On n'est absolument pas épargné par la montée des populismes, mais le populisme, c'est quand même l'idée... que sans prise directe sur le pouvoir, le filtre des élites et des corps intermédiaires est une tromperie ou un détournement. Et voilà, dans la fabrique de la ville, on part un peu loin en disant ça, mais on a quand même la question de remettre en circuit court cette fabrique. Et lutter contre la défiance généralisée, c'est être capable, c'est pas s'envoyer des chiffres sur le zéro ou le zéro carbone, artificialisation, déchets, etc. C'est la capacité à identifier collectivement les questions et quelques réponses. Et ça, il me semble que voilà, on a des expériences
de plus en plus nombreuses, mais cette capacité finalement à trouver de la coopération, elle est absolument nécessaire. Je crois que ça y est, le concepteur génial, c'est fini. Le promoteur roi, on en a fini. Le maire bâtisseur ou le techno-notable à la nantaise, pour parler de l'époque plutôt de Jean-Marc Ayrault, plus personne ne se revendique de ça. Donc voilà, nous on a, après le premier confinement, à l'agence, on a fait 75 entretiens semi-directifs avec plein de gens pour essayer de comprendre pour ce qui s'est passé. Et vraiment, on a été étonnés comment il y a eu des moments quasi de grâce, quoi. Comment, face à la vacillation de la puissance publique, l'initiative privée ou citoyenne a pu prendre le relais. Comment parfois ils se sont articulés dans des conditions absolument rocambolesques, parce qu'il y a les moyens de communication, etc. Donc il y a eu une inventivité de coopération qui s'est jouée pendant ce moment qui était un moment un peu de sidération collective. Et nous, ça nous intéresse de voir comment il y a eu des réflexes ou des process qui se sont mis en place et qui seraient intéressants de pérenniser. Par exemple, l'aide alimentaire, plutôt que chacun distribue, etc., avoir des systèmes de régulation. Et pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, pour moi, l'urbaniste, il contribue à cette mise en débat et en priorité des questions à l'échelle des territoires et des territoires. Et donc, en effet... Et de tous les territoires, il y a une petite question malicieuse de Adeline, enthousiaste, urbaniste, même dans les milieux ruraux. Sylvain disait, finalement, l'urbaniste, c'est le maire, hein, donc les 36 000 maires de France sont tous des urbanistes. Alors, moi, sur ce point-là, je suis très clair et je l'ai découvert progressivement. En fait, il faut qu'on arrête de parler de projets urbains quand on est à l'échelle des territoires et c'est bien dans le croisement, y compris du projet agricole, avec le développement du tissu urbain, c'est-à-dire le village, qu'on arrive à faire projet. Aujourd'hui, on a structuré à la fois nos cultures professionnelles, nos organisations, notre réglementation sur une forme de dos à dos qui fait qu'à un moment, on se refile un objet qui est le foncier, c'est-à-dire le sol comme emprise, le sol comme espace capable, mais aussi une forme de sol théorique et donc qu'on va pouvoir mettre sur un tableau Excel. Et on a deux mondes qui s'opposent et à un moment, on va passer de l'un à l'autre. Et à aucun moment, l'urbaniste ne va faire projet dans le territoire agricole, ou alors on parle d'ailleurs d'agriculture urbaine, ce qui n'est pas de la même chose, ce qui est de deux natures différentes et des acteurs différents. Et à aucun moment la question alimentaire, ou en tout cas très difficilement, vient vraiment percoler dans le projet de la ville et du territoire. Donc évidemment, l'urbaniste, puisqu'il travaille sur l'urbain sous toutes ses formes, il peut aussi travailler dans le rural, il doit aussi travailler dans le rural, mais même quand il travaille dans l'urbain, il doit aussi travailler sur le tissu agricole, qui fait partie aussi au même titre que une zone d'activité, etc., etc. C'est là où on retrouve, je reprends le terme de traduction de Jérôme, en tout cas dans le sens dans le sens qu'il reprenait, c'est-à-dire sur cette faculté à un moment à transformer les choses. C'est ça dans la sociologie de la traduction. Traducteur, il fait pas juste passer, il transforme et il donne du sens. Il donne du sens, il permet d'agréger des acteurs différents et quand on veut travailler sur le complexe, sur la crise, sur l'existence, sur l'habité, on est justement sur autre chose que urbaniser un champ de patates, faire de la viabilisation et faire des objets standards qui sont déjà maîtrisés, standardisés. Donc on est sur du plus complexe, on est aussi sur du plus itératif. Donc on retrouve cette capacité de l'urbaniste à la fois à agréger autour de lui, à traduire, donc à expliquer aussi, et pas nécessairement à faire rêver. J'étais en débat avec un élu récemment pour parler des grands projets et il regrettait qu'on n'arrive plus à faire passer les projets.
voilà, moi je me suis permis de pointer sur le fait que le problème c'était peut-être ça, c'est qu'on avait encore des élus du XXe siècle qui étaient là pour faire passer des projets, plutôt que de créer l'espace, le contexte, le temps de dialogue qui permettent aux uns et aux autres, aux acteurs du projet, c'est-à-dire les citoyens, de faire le projet ensemble. C'est pas de la naïveté, mais c'est un moment aussi un repositionnement de l'élu, notamment de l'élu local, dans un rôle d'urbaniste. Dans l'animation du départ et pas nécessairement sur la décision presse-bouton, scénario A, B ou C. Et je pense là-dessus, on a un vrai virage. Et c'est pour ça que moi, je revendique cette vision extensive du métier d'urbaniste et je repasse la responsabilité à l'élu, et y compris à l'élu là-dessus, de se former sur la mise en dialogue, de façon à ce que tout ça avance. Se former à la mise en dialogue et peut-être se former en général, parce que les élus, a priori, ne sont pas équipés aussi. On travaille aujourd'hui, on fait une étude sur la question justement de la sobriété foncière et des besoins de formation. Par exemple, on a une des pistes là-dessus, qui est de créer des formations qui soient des formations qui viennent associer in situ sur des sites et dans le cadre de travaux en atelier, à la fois des techniciens et des élus. Et donc, c'est pas une formation spécifique des élus, ni une formation spécifique des techniciens, mais c'est un moment de se mettre autour de la table et réaliser les enjeux des uns et des autres. Jérôme, je crois que vous avez été interpellé sur le chat, si on peut le revoir. Oui, voilà. Le côté chef d'orchestre semble un peu dépassé pour Dominique Musselin. C'est plutôt le projet de territoire qui manque. Le projet de territoire ne manque pas de chef, mais plutôt de perspective, dit-elle ou dit-il. Votre avis, Ouais. Avant de répondre à ça, juste sur la question des élus, moi je renvoie à ceux qui ne l'avaient pas vu. Il y avait un papier intéressant de Nicolas Rio et Manon Loisiel sur le profil de poste des élus et sur ce qu'on pourra en attendre et qui est assez intéressant. Je trouve qu'un des effets de la crise, c'est d'avoir remis le couple maire-préfet sur le devant de la scène, et je suis pas sûr que ce soit toujours une très bonne nouvelle, parce si on partage l'idée que le mode de vie urbain est généralisé, ce mode de vie urbain, justement, il invalide le périmètre communal. Et voilà, continuer à renforcer cette fiction, finalement, forme de fiction. Je dis pas qu'il faut supprimer les communes, etc. Je suis pas dans ce registre-là. Je pense qu'il y a une échelle, y compris de la solidarité du dernier kilomètre, qui se fait à ça. Mais voilà, si on en fait l'espace de résolution des transitions qu'on a à conduire, je pense qu'on va au-devant de difficultés. Alors, j'ai vu le message de Dominique Musselin. Quand je dis chef d'orchestre, en effet, on peut avoir l'image de la baguette et je donne le ton, etc. Il faut plutôt l'entendre, d'ailleurs, comme l'a dit Sylvain, c'est la capacité à recevoir des attentes et à la transformer en enjeu ou en défi, et donc à les mettre en perspective. C'est pour ça que ça me paraît pas complètement en contradiction. Je trouve que l'entrée par les transitions, par exemple, elle est intéressante pour ça. Parce que si on considère que la transition, c'est d'abord plutôt qu'un horizon lointain qui ressemblerait finalement à un schéma, à un plan à horizon 2050, plutôt de se dire on est dans une marche plutôt essai-erreur et de mise en pratique, qui est là. Ce qu'essaye de défendre Hopkins finalement dans son approche, de dire voilà, parfois la destination elle est pas très claire, mais on voit la direction et donc on commence à cheminer, quoi. On commence on commence à se mettre en mouvement ensemble. Et voilà. Et moi je pense que l'urbaniste il peut être celui qui est un déclencheur ou un accompagnateur, en tout cas, de ce mouvement. Là, Dominique, ou un compositeur. Ça peut être ça, oui, en effet. Mais en tout cas, je crois que c'est pas de grands plans dont on a besoin aujourd'hui. C'est plutôt d'espaces dans lesquels se produisent des actions. Mais quand je dis ça, je le dis pas à une échelle d'un périmètre. Je le dis justement à un espace dans une acception
à la fois agile et élargie. Voilà. On a plusieurs réactions sur le ZAN et l'approche comptable. Ça fait débat, semble-t-il. Et parmi le chat, j'avais noté, moi, une suggestion. Ne faudrait-il pas mieux parler de imperméabilisation plutôt que artificialisation, Sylvain? Je pense que là, justement, il faut que nous, on assume un rôle. Ce rôle de traduction, il va plus loin. Il doit poser les termes du débat. Il doit clarifier le débat plutôt que de prendre position et de prendre parti. Aujourd'hui, on est en train de s'étriper sur des définitions de l'artificialisation. Synonyme d'imperméabilisation ou pas, etc., etc. On se trompe de question. On a oublié la question. Vous savez, c'est la blague du philosophe. Vous savez ce que c'est un philosophe? Quand il a fini de répondre à la question, vous vous souvenez plus de la question. Eh ben, on en est là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a oublié la question. La question, c'est quoi? La question, c'est celle de la croissance de la ville. C'est celle de l'urbanisation, où on appelle ça l'étalement urbain. La question initiale, c'était celle-là. C'est celle qui a été mal posée par le plan biodiversité en 2018, qui est la traduction du no land take, qui est un objectif européen, et c'est bien la consommation foncière, ce qu'on appelle la consommation d'ENAF. Alors, il y a quelques Bretons dans la salle, c'est pas le pâté ENAF, hein. C'est les espaces naturels, agricoles et forestiers. Hein. On est bien là-dessus. Ça, c'est une première question. Donc, c'est la question de où est-ce qu'on aménage. Il y a une autre question du comment est-ce qu'on aménage. Et là, on voit bien, et là se pose la question de l'imperméabilisation, se pose la question des sols profonds, se pose la question de la présence de nature, etc., etc. Donc là, on est sur autre chose que l'usage du sol. Est-ce que c'est un usage urbain? On est sur comment est-ce qu'on l'aménage, donc les fonctionnalités du sol. On est sur deux questions, c'est deux questions liées, mais c'est deux questions différentes. Et notamment, la question de la consommation de sol, c'est une question à l'échelle des territoires, à l'échelle de la planification réglementaire. La question de l'imperméabilisation, disons, c'est une question qui est à l'échelle de l'opération d'aménagement. Ça va toucher vraiment le dessin du projet. Faut pas mélanger les questions. Sinon, on est sûr de ne pas trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est un des problèmes de ce projet de loi qui mélange dans la même phrase, hein, par ailleurs, dans le même article, deux définitions différentes, certes, mais à nous d'être responsables et de poser les termes du débat. On a deux questions qui sont certes liées, mais qui sont différentes. Donc, allons-y, traitons, puisque là, aujourd'hui, le sujet législatif, c'est un sujet de planification. Il n'est question que de cela. Traitons la question de la planification et donc la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il se trouve que c'est défini par le Code de l'urbanisme. Il y a du monde qui connaît ça mieux que moi autour de la table et il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Pour illustrer comment on passe de la règle au contrat, je rêverais qu'on puisse dealer dans un document d'urbanisme à l'échelle d'un bassin de la consommation, c'est-à-dire oui, il y a une terre agricole qui est même pas exploitée, qui est en friche, qui est pauvre, qui n'a pas de valeur économique, etc. Allez-y, on vous donne un droit au développement en échange de désimperméabilisation dans l'empreinte urbaine ou dans les centres urbains denses. C'est-à-dire que et vous voyez, là c'est de la mise en circularité, parce que c'est de la négociation politique, mais dans le bon sens du terme. Voilà, il y a les deux sujets et aujourd'hui on essaye de les traiter sous une appellation générique. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait finalement d'avoir ces contrats de densification? Il y en a un, c'est plus de nature, et puis l'autre, c'est plus de bâti. Voilà. Et quelque part, on est dans un système territorial où il y a des interdépendances et on les joue aussi sur la question de l'affectation des sols, puisqu'en effet, le zéro artificialisation dans les centres urbains denses, la question elle est plus là, c'est fini l'artificialisation. La question c'est la désartificialisation, c'est de retrouver le sol. Et là, il y a des actions et on peut même imaginer des mécanismes financiers qui relient ces deux opérations-là.
Justement, j'allais vous interroger là-dessus parce qu'on rentre dans le dur du sujet. Il y avait Sylvain Nigré qui nous disait aussi notre capacité à remettre des zones de nature réelles dans le tissu artificialisé. Mais qui paie? Comment on fait? Parce que ça a un coût, ou en tout cas un non-gain immédiat. Et comment on inclut ça dans le modèle économique de la fabrique de la ville? Comme on l'a toujours fait. Et c'est pas par la loi. On pose des contraintes, on impose des contraintes à la construction, on a des normes, on a des réglementations, ça se fait localement, ça se négocie localement, et il y a des moments où on se dit que collectivement, il y a des choses qui sont nécessaires, ou collectivement, il y a des choses qui sont impossibles. Moi, je rêverais de traverser Paris en char d'assaut. J'ai pas le droit parce que collectivement, c'est pas positif. Voilà. Et on l'a toujours fait. On s'est imposé des règles. Il y a des drôles de règles. Non, mais bon, il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas faire, et il y a plein de choses qu'on arrive à mettre dans des PLU. On n'est pas obligé d'écrire dans la loi qu'il faut être intelligent pour qu'on puisse l'être localement. Et on peut faire des projets intelligents sans que ce soit impératif. Voilà. Après, il faut reposer des bases. Reposer un cadre de principe, moi c'est ce que j'appelle dans mon bouquin évidemment sur cette question du sol et d'épargner les sols. À cette échelle de planification, ça se traduit comme ça se traduit en épargnant notamment les sols agricoles. À l'échelle urbaine, dans l'échelle de l'opération d'aménagement, ça va se traduire différemment. Et il y a une nécessité de densité de nature, mais de vraie nature, pas de zigouillis décoratifs sur les façades, qui doit être associée à la densification bâtie dans les centres-villes. Mais c'est une autre définition, c'est une autre échelle de travail. Alors, oui, pardon. Oui. Non, mais et là, on revient à la question de la traduction et de la capacité à réunir les parties prenantes autour des vraies questions. Aujourd'hui, ça va plutôt se jouer sur la hauteur strictement. C'est allez, vous m'enlevez un étage et ça va passer, et les riverains, ils ont eu gain de cause, etc. Non, c'est pas la question, c'est pas tant la hauteur. La question, c'est le sol. Et comment ça, on le met sur la table et comment on en discute avec l'opérateur, avec les habitants, avec les mouvements environnementalistes et les nouveaux élus qui sont issus de ces milieux-là. Comment une fois encore, comment on ne se trompe pas de débat, comment on n'est pas dans la diversion par rapport au vrai sujet. Et considérons que oui, en effet, l'appareil réglementaire et législatif, c'est la boîte à outils, et laissons la capacité au débat local à faire naître et mettre à l'agenda ces questions. On a plusieurs réactions là sur le chat. Je vous les laisse regarder. Renaturation, c'est créer des valeurs sociétales et environnementales et non financières. Ne rien faire, un coût pour la société. L'effondrement de la biodiversité, c'est déjà un coût, dit Sylvain Nigré. Oui, tiens, le coefficient de biotope du plume nantais a ouvert une brèche. Tiens, par la règle, c'est possible? Moi, j'ai un avis beaucoup plus réservé sur le coefficient de biodiversité. Enfin, on est typiquement sur des questions quantitatives et sur lesquelles on vient rentrer des règles de gestion qui fait qu'à un moment, on va répondre non pas à l'enjeu, mais à Excel, une fois de plus. Et donc, on a des effets de bord qui font qu'un certain nombre de projets sont moins vertueux en termes de biodiversité suite à cette règle qui pourtant poussait à des formes de vertu, ce qui n'est pas vrai pour tout. Mais comme toute règle compliquée, ça amène des réponses compliquées et des modes de détournement et de contournement très efficaces. On est quand même une profession qui est extrêmement bien organisée pour venir interpréter la règle, tourner autour, la faire mentir et finalement retomber sur nos pattes. Donc, il y a toujours intérêt à faire simple si on veut que le cap soit donné. En tout cas, le droit, on considère que la règle, la normativité, c'est la règle et le droit. Ce qui est convoqué quand on a échoué dans la négociation. Et je pense que, en fait, c'est les vrais sujets de négociation qu'il faut essayer de mettre sur la table. Et moi, je ne connais pas dans le détail cette disposition du PLU, mais voilà, ça permet à l'élément de l'agiter en disant hey, attention, de toute façon, vous serez obligé d'au moins ça. On va essayer d'être intelligent collectivement parce que vous avez compris l'esprit de ce qu'on veut. Donc, moi, je ne suis pas anti-règle. Je ne dis pas laissons le jeu des acteurs faire émerger la ville durable. Mais
c'est pas le seul mode de gouvernance dont on dispose. Voilà, et c'est même peut-être plutôt celui du recours. Sylvain, vous disiez tout à l'heure, on a tendance à s'écharper autour du terme artificialisation. C'est peut-être un peu le cas aussi autour de la densité, de la densification, dont Jérôme, vous disiez tout à l'heure, c'est très difficile d'en parler. Et comment est-ce qu'on en parle? Donc ce sujet qui est un autre sujet central dans vos métiers, comment peut-on en parler sereinement? Je sais pas. On cherche. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut en parler? Ben oui, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Déjà. Voilà, c'est un ratio de quoi? C'est une unité sur une surface, mais on parle de logement, on parle d'habitants, etc. Et moi, je proposerais plutôt. Alors, la densité, c'est aussi un effet. Voilà. La ville dense est mortifère. Hein. On a eu toute une littérature sur cette question. Moi, je trouve que et donc elle est souvent assimilée à bétonisation, sachant que densité et perméabilité des sols, c'est le ratio et le couplage, il va pas de soi. C'est le travail sur lequel j'accompagne la région capitale de Bruxelles. C'est d'essayer justement de se dire, on va la redéfinir, la densité, c'est-à-dire que la densité, c'est pas forcément plus de mètres carrés, c'est peut-être aussi plus d'usage, c'est peut-être plus de biodiversité, c'est peut-être plus de services. Donc, d'avoir une définition un peu plus à 360 degrés plutôt que le ratio classique. Et moi, je rêverais qu'on essaye de tester, je ne sais pas si on y arrivera à Bruxelles, mais des contrats de densité. C'est-à-dire, voilà, un espace dont on pense plutôt qu'il est appelé à être recyclé. On établit le contrat avec les parties prenantes pouvant être les opérateurs, les représentants élus des différentes administrations et les collectifs d'habitants. Et on définit ces gradients, finalement, ces ingrédients d'un processus de recyclage urbain. Est-ce que c'est plus de bâti, plus de nature, plus d'équipements, plus de services, et finalement d'arrêter d'assimiler ça au mal, déjà absolu, et de considérer que la densité, c'est d'abord une condition urbaine, finalement. Et simplement, on peut aussi être dans des processus de densification, mais de densification en retrouvant du sol, par exemple, et donc en retrouvant de la pleine terre, et donc peut-être à terme un certain degré de biodiversité. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une petite analyse de la controverse. Là, on est en train de regarder un an de presse quotidienne régionale à Bruxelles pour voir quels sont les mots utilisés pour la densité. Mais donc parfois c'est la hauteur, parfois c'est le béton, etc. Et puis nous, les urbanistes, on a dit que c'était bien. La densité, c'est bon. Vous voyez, on l'a posé comme ça, comme une sorte de conviction absolue, sans toujours être tout à fait certain de ce dont on parlait. Et que voilà, ça nécessite, peut-être que c'est un sujet qui est à mettre sur la table, sur les espaces en tout cas, sur lesquels il y a des velléités de changement et de bouleversement. Et je ne suis pas que dans une question de contrepartie. Non, on va filer du droit à construire, donc allez, dites-nous si vous voulez un square, et puis si c'est des jeux pour les 3-6 ans ou les 6-8 ans. C'est d'en faire un contrat, vous voyez, au sens de quelque chose qui engage les parties prenantes. Je trouve que ça serait une approche intéressante alors ça n'existe pas en tant que tel, mais je trouve que ça serait intéressant de le tester. Sylvain ? Alors, bon, je pense qu'on fait tous le constat qu'on en parle depuis longtemps. Alors, on a tenté des périphrases, la ville intense, etc., etc. C'est globalement vain. Mais c'est pour ça que je parle pas de densité. Moi, je parle que de densification. En partant de choses, c'est déjà le constat que quand on aborde ce sujet-là, globalement, tout le monde se retrouve dans Paris intramuros, en tout cas dans sa tête.
Quand on parle de densité, on parle de R+8. Il y a tout de suite des images qui sont là, qui sont très présentes, qui sont très. On a en effet des synonymes entre la hauteur du bâtiment, mais aussi la minéralité des lieux, etc., etc. Densifier, c'est ramener de l'usage urbain, pas nécessairement du bâti, mais en effet, ça peut être de la nature, ça peut être autre chose, dans des espaces déjà urbains, en tout cas urbanisés. Alors, un espace urbanisé moyen, c'est quoi? C'est un rond-point, un bout de lotissement, un cabinet vétérinaire sur le bord, et puis le pôle emploi qui vient d'ouvrir à côté du parking du Super U. En fait, la réalité de la ville en France est sous-dense. Si on parle de la question du devenir des espaces urbains, on est sur des espaces sous-denses, tellement sous-denses que, en fait, on ne peut pas y circuler sans la voiture parce que tout est trop loin. Et quelque part, la proximité et la densité là-dessus sont synonymes. Après, il n'empêche que dans 5%, c'est-à-dire Paris intramuros, c'est le cœur des grandes métropoles françaises, dans 5% du territoire en France, se pose la question du trop de densité, de l'acceptabilité de la densité, etc. Et là, nous, on fait semblant de parler de densité alors qu'on parle d'autre chose. Bien souvent, on essaie de faire passer le projet, hein, c'est toujours ça le sujet. Et de l'autre côté, on nous parle d'écologie, des arbres et de la surdensité, alors qu'en fait, on aurait envie de nous parler du changement, de la peur de l'inconnu et de la difficulté à changer son environnement. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on écoute les réactions des uns et des autres. Je dis pas qu'elles sont légitimes, je dis qu'elles témoignent de choses, notamment d'attachement au lieu, de résistances qui sont parfois illégitimes aussi, dans lesquelles il faut rentrer, parce que ça pose l'autre question, parce que sous le thème de la densité, il y a la question du peut-on encore, non pas faire du grand projet, mais peut-on transformer l'espace urbain existant? Est-ce qu'on peut transformer un quartier? Est-ce qu'on peut avancer? Or, aujourd'hui, on le fait plutôt par à-coups, on le fait plutôt violemment, on le fait plutôt à coups de zac, ou on le fait plutôt à la sauvage, c'est-à-dire de façon non coordonnée, non organisée, non structurée, notamment par un dialogue local. Donc, je pense que ces faux débats sur la densité, ils posent aussi la question du comment est-ce qu'on intervient sur le tissu urbain existant, sur lequel on peut aussi à la fois admettre que les résistances sont naturelles et aussi admettre qu'on l'a pas forcément très bien fait ces dernières années. On a quelques questions sur la maîtrise foncière. Qui a la clé? Le maire, l'élu ou le propriétaire foncier? Ça dépend où, ça dépend quoi, ça dépend pourquoi. Aujourd'hui, on a la propriété privée dans la Constitution. Il y a des exceptions. Se pose la question aussi d'avoir un retour sur nos pratiques, à la fois sur l'abandon d'un certain nombre de territoires de logique de réserve foncière, sur l'absence d'outils de gestion foncière efficaces dans pas mal de territoires en France, l'absence d'EPF ou d'EPF suffisamment costaud pour intervenir sur les enjeux de recyclage urbain, et puis aussi faire le constat qu'on a un certain nombre de sols essentiels au collectif dont on a testé la gestion par le marché. Alors moi, j'ai été traité de collectiviste à l'Assemblée nationale par une députée. Je fais juste le constat qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de biens essentiels qui sont une fois de plus révélés par la pandémie, mais on le savait avant, qui est le logement abordable, le logement familial des ménages aux revenus normaux, c'est-à-dire ceux qui font une fois de plus tourner nos villes et nos hôpitaux, dont on a un coût qui explose, qu'on a un problème quand même assez crucial avec le socle des villes, avec le rez-de-chaussée, avec les cellules commerciales qui aujourd'hui sont mal gérées par la gestion uniquement privée, et qui viennent dégrader globalement nos centres-villes, et pas que dans les villes moyennes. Mais qui n'intéressent pas du tout la sphère publique. Alors, qui intéresse de plus en plus la sphère publique. De plus en plus, mais pendant longtemps, c'était pas un sujet. Bien sûr, tout à fait. Et ça doit être régulé, ça devait être régulé par le marché. Que l'agriculture périurbaine, pareil, est régulée par le marché. Je suis désolé, ça n'a pas montré une grande efficacité ces dernières années. Pareil sur les espaces productifs, les zones d'activité économique, sur lesquelles on peut faire le constat d'un échec collectif. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de sols qui sont trop importants collectivement pour être traités et gérés uniquement par le marché. Donc, se pose la question des sols communs.
de ces sols qui doivent bénéficier d'une gestion par les communs, ça peut être par le public, par des associations, etc., mais en tout cas d'un mode de gestion et donc d'un mode de propriété du temps long. On l'a déjà fait, on le fait en France, ça n'a rien de nouveau, c'est comme ça qu'on gère nos espaces portuaires par exemple. C'est le domaine public, il est inaliénable parce qu'il est trop important pour laisser vendre et gérer au quotidien. Donc oui, se pose une vraie question là-dessus sur un certain nombre de sols trop critiques pour être laissés gérer uniquement par le marché. On a besoin d'outils de recyclage urbain, on a besoin aussi de foncières, ces outils du temps long, que ce soit agricole, que ce soit les offices fonciers solidaires, mais qui doivent prendre très clairement leur envol, mais aussi sur le foncier économique, il faut qu'on change de braquet. C'est aussi votre point de vue, Jérôme ? Oui, alors on n'a pas la culture néerlandaise, évidemment, mais on n'a pas l'héritage et le capital foncier de ce genre de pays. Et je crains que les finances publiques soient trop durablement étriquées pour rêver d'une maîtrise globale des sols. En revanche, on est en capacité à cibler les fonciers précieux et porteurs, en effet, des communs dont nous parle Sylvain. Ça me paraît intéressant et finalement donc à se doter d'une stratégie, quoi. Est-ce que ce sont les fonciers de la désimperméabilisation des centres urbains denses, ou est-ce que ce sont les fonciers de la production maraîchère de la première couronne? Alors tout le monde va avoir envie de dire les deux, etc. Si on considère qu'on n'a pas, ça pose des débats intéressants, je trouve ça. Comment on peut le fabriquer? Il y a peut-être y compris de l'ingénierie financière un peu participative, etc., qui sera à consolider là-dessus. Nous, dans ce qu'on a entendu là pendant cette enquête, cette écoute territoriale juste post-premier confinement, c'était aussi la question de l'ancrage, évidemment, de l'ancrage du territoire, quand on est assigné à résidence, hors des couves, on n'aime pas, consommer local, etc. Mais comment on sait capter, par exemple, l'épargne des classes moyennes supérieures localement? Est-ce qu'on sait aujourd'hui en capter au moins une part sur un territoire? Je trouve que cette question-là, on a un peu épuisé les outils et pourtant l'urgence est toujours là. Alors, peut-être qu'il faut être encore plus stratège et plus ciblé, mais il y a peut-être une part encore d'invention à avoir dans cette matière-là. Mais j'aurais presque envie de dire que le foncier, c'est comme la règle, c'est quand tout a échoué dans la négo. Et je dis pas que tout se négocie, je dis qu'il faut mettre les vrais sujets dans la négociation, dans cette fabrique finalement et du recyclage de la ville. En tout cas, il y a des tabous qui tombent. Je ne sais pas combien il y a de projets de régie agricole, par exemple. Quand même, ça ressemble au kolkhoz. Il y a 10 ans, la régie agricole, c'était le truc un rouge, une balle. Et bien là, il y a plein de... Donc, comment dire, les balanciers sont en train de bouger aussi. Il y a des choses on se dit c'est trop important pour que la puissance publique ne s'en occupe pas. Comme pendant le premier confinement, la puissance publique a livré des paniers repas. Chercher les courses. Moi, je trouve qu'on a une question, par exemple, logistique qui s'est déployée, qui est vachement intéressante. Et il y a eu un vrai brouillage public-privé pendant le premier confinement. Voilà, c'était un peu sauf qui peut, et c'était finalement intéressant parce que c'était l'obligation de résultat qui était là. Le moyen était un peu indifférencié. Peut-être que sur le foncier, il y a encore des choses Le modèle, justement, une réflexion dans le chat, le modèle des SAFER, ça peut inspirer? Ouais, sauf que les SAFER, alors c'est vrai que le foncier agricole est sous surveillance, mais pour le moment, la SAFER a été quand même plutôt l'agent du remembrement pour des exploitations de plus en plus grandes et une agriculture exportatrice, productiviste et exportatrice. Je ne sais pas si c'est pas le phénomène inverse qu'il faudrait faire, c'est désafériser. Est-ce que c'était leur mandat? Ah oui, c'est leur mandat politique, évidemment. Voilà. Donc, et je ne suis pas sûr que ça soit ce dont ont besoin les territoires aujourd'hui. Alors, et puis là, on est en train de parler en effet de stratégie de long terme et quelque part de sortie du marché.
la SAFER est plutôt un outil de régulation, alors qui va aller dans un cap ou dans l'autre, qui aujourd'hui voit pas tout. Donc oui, le foncier agricole est sous surveillance partiellement, puisqu'on a des mouvements d'appropriation des terres qui sont significatifs en France. Donc là, c'est pas les terres du périurbain. On a plutôt des équivalents avec des foncières, notamment privées, participatives, des structures type terre de liens, par exemple, qui vont à un moment à la fois amener une ingénierie sur le foncier, c'est-à-dire transformer un foncier agricole complexe, morcelé, en foncier exploitable, et puis le mettre de façon pérenne en culture auprès d'agriculteurs avec des fermages, notamment une orientation vers le bio. Ça, c'est qu'un exemple, mais en tout cas, ça montre qu'il y a la capacité à faire, que la question, c'est pas tant une question de budget dans ce cas-là, qu'une question d'ingénierie, de capacité à déployer ces projets-là. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on fait du recyclage de friches industrielles, globalement, nous payons avec nos impôts d'une façon ou d'une autre les questions de déconstruction, de désamiantage, de pollution des sols pour, in fine, créer une opération d'aménagement et donc ramener ce foncier-là qui a été nettoyé par l'action publique, le ramener sur le marché. Est-ce qu'en effet, il n'y a pas vocation à ce que ça reste un sol commun sur lequel, notamment, on peut réfléchir sur beaucoup plus librement sur d'autres usages que uniquement les usages qui peuvent être gérés par le marché, c'est-à-dire la reconstruction. Et notamment, là, des usages environnementaux, de la désimperméabilisation, etc., etc. Il y a quand même, à mon sens, finalement moins des problèmes financiers que des problèmes organisationnels et aussi d'une vision long terme qui soit partagée, qui donne un cap sur l'usage de ces sols. On a abordé pas mal de choses, le temps tourne. On avait dit qu'on se donnait là 1h30, mais on va pouvoir peut-être un peu continuer. Je pense qu'on a, je regarde autour de moi, on a le chat, on en a réussi à faire réagir nos intervenants au fil de la conversation. C'est très bien. Je voudrais qu'on aborde peut-être un aspect dans la granulométrie, celui de l'habitat, peut-être la question comment les questions qui ont pu venir bousculer un petit peu nos réflexions par rapport à l'habitat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Encore une fois, ces crises vous ont inspiré l'un et l'autre sur la question de l'habitat. On a un petit peu parlé, Sylvain, Jérôme. Le télétravail, les espaces de vie, les privatifs, comment renforcer la nature. Enfin, il y a de vraies questions qui se posent au niveau de l'habitat, forcément. Oui, et puis chacun a pu l'éprouver en étant confiné chez soi. Donc, pour les plus privilégiés d'entre nous, c'est essentiellement des questions d'ergonomie. Pour une autre catégorie de population, c'est une question de droit à l'extérieur. Et pour une autre catégorie de population, et on le savait déjà, mais ça n'a fait que le renforcer, et le rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre, il est extrêmement précis là-dessus. Il y a des enjeux d'insalubrité, de suroccupation qui demeurent dans un certain nombre de nos territoires. Voilà, le grand paradoxe, c'est qu'on a vu que la cellule logement était plus qu'une cellule pour dormir et que pour les catégories qui télétravaillent, c'est loin d'être le tout. Il prend de nouvelles fonctions. Donc on sent bien pour la CSP Plus trentenaire, on va trouver le produit. La promotion et le marché va le faire. Donc on a ça, on a des attentes de qualité, de droit à l'extérieur, etc., qui sont des vrais sujets, versus un marché du logement, et Sylvain Grisot le disait au tout début de notre échange, qui est d'abord structuré par des produits de défiscalisation et de rentabilité locative, de valeur locative au mètre carré. Je vous avoue que pour moi, ça devient un grand mystère, cette idée de... Vous savez, ça fait 20 ans qu'on dit, allez, objectif 500 000 logements, ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas, presque. Et finalement, on parle là que de la production neuve, et peut-être que c'est vraiment peu là où ça se joue, parce que les enjeux de transition énergétique, de toute façon, ils nous amènent à être bien plus
fort sur la question du parc existant. Voilà, je vous livre plutôt une forme d'étonnement sur ces questions-là. Grosso modo, tant que dans des opérations, dans nos projets urbains, en tout cas ceux qui restent, tant qu'on aura 80% de logements défiscalisés dans les grands centres urbains, je crois qu'on peut raconter ce qu'on veut. C'est un placement financier, donc on ne parle pas de logement là. On parle de la valeur habitat. Oui, je suis assez perplexe finalement. Oui, et alors, du coup, ça paraît central, ce point-là, particulièrement si c'est ça, si la situation est comme vous le décrivez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois que ça va être... Et si on arrêtait de passer 90% de notre énergie sur la production neuve, qui représente que 20% tous les ans, et si cette même capacité de réglementation, etc., et d'ingénierie, parce que c'est bien ça, est-ce que nos PLH arrêtent de fixer des objectifs et de production et plutôt des objectifs de remise sur le marché ou de réhabilitation, y compris énergétique, et de mal logement? Voilà, alors, certains le font, je suis pas, c'est pas le secteur que je suis de plus près, mais oui, la cellule souche de notre vie urbaine aujourd'hui est probablement la plus marchandisée, en fait. C'est ça qui est particulier. C'est peut-être intéressant de voir là l'évolution et notamment la ventilation de l'argent, le quoi qu'il en coûte dont vous faisiez référence en début d'intervention là, du plan de relance, les ventilations, c'est assez intéressant de voir où ça va, et on s'aperçoit qu'il y a rien sur le logement neuf, ce qui est plus, semble-t-il, serait une bonne chose, et tout va vers la rénovation, l'existant, le parc existant. Sylvain, c'est un des thèmes centraux, c'est rappelé d'ailleurs dans le chat, de votre livre. C'est la piste, hein, bien sûr. Alors, oui et non, c'est-à-dire on met tellement aujourd'hui dans le logement neuf, par des règles fiscales, au-delà de formes de subventionnement, mais notamment par des règles fiscales, et sur le neuf en général, que le fait qu'il n'y en ait pas encore un cran en plus dans le plan de relance, ne vient pas non plus corriger l'effet. Aujourd'hui, on subventionne très largement l'étalement urbain et l'économie de la voiture. Donc, on est bien sur un système qui est lancé, qui est très fortement inertiel. Mais il y a un truc qui me rassure, c'est que Emmanuel Wargon n'a toujours pas attaché son nom à un nouveau dispositif de défiscalisation. C'est une exception, je pense. Alors voilà, donc est-ce que ça tiendra jusqu'au bout? On peut l'espérer. Pour autant, on n'a pas complètement coupé le robinet, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé la méthadone. Et aujourd'hui, dès qu'on commence à baisser un petit peu ce robinet-là, oui, tout le monde tousse, et à juste titre. Et c'est la question de la transition. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas se dire qu'il faut changer, mais pas tout de suite. Il y a bien un moment où il faut commencer, et en effet, il va falloir sevrer et sans doute couler moins de béton. Travailler donc sur l'existant, c'est aussi travailler sur du non-standard, travailler sur des objets assez informes sur lesquels on n'arrive pas à dire que c'est un T2 normal, mais c'est aussi travailler sur autre chose que la surface au carré du logement, c'est-à-dire le pur privatif avec éventuellement un bout de balcon, mais pas trop grand, parce que pareil, en défiscalisation, il y a des règles sur les extérieurs et les machins et les trucs. Donc, et regardez là-dessus, l'espace commun de l'immeuble, c'est l'homme à abattre du programme de construction neuve. Cet espace commun, la cour, le couloir, l'espace de rencontre, ce rez-de-chaussée dans lequel on pourrait faire autre chose et par exemple poser 3 cajots pour distribuer les légumes de la MAP, etc., etc. Personne ne les paye. Personne ne les paye et ça va rentrer dans les charges, etc. C'est l'espace de la résilience, c'est le point de sous-optimalité, et on le voit dans la nature, c'est le sous-optimal qui amène la résilience, la capacité à s'adapter. C'est ça qu'on cherche à abattre aujourd'hui dans ces programmes. Donc déjà, repenser ces questions-là en sortant du tableau Excel, en faisant mieux,
très certainement aussi se poser la question, en tout cas dans le cœur de certaines grandes métropoles, de mouvements de financiarisation qui font que des logements vides ont finalement pratiquement plus de valeur qu'un logement occupé, ce qui pose quelques soucis. Aussi évidemment d'acteurs type Airbnb ou autres acteurs qui viennent sortir du marché locatif un certain nombre de logements présents. Après, je pense que nous, on a aussi notre vraie responsabilité pour penser le logement urbain, non pas simplement dans sa surface, mais dans sa continuité. Finalement, le logement urbain, c'est un gradient qui va de la chambre jusqu'au parc. Et dans ce gradient-là, on a l'espace commun, l'espace du collectif, dans l'immeuble ou dans les 3 maisons d'à côté. On a la rue, on a l'avenue, on a les jeux pour enfants et le parc dans lequel les gamins vont pouvoir se saloper leurs pantalons. Tout ça, c'est important. En fait, tout ça, ça constitue ce qui est l'espace de vie, qui est l'espace purement privé dans le périurbain. C'est le résumé. Tout ça, ça fait à la fois la maison, la terrasse, le barbecue et le jardin potager de la maison dans le périurbain. On a besoin de penser tout ça de façon associée. Le préfet de Paris n'avait pas compris ça. Sans doute n'a-t-il pas d'enfants et un appartement suffisamment grand, mais interdire les parcs à Paris, c'est interdire la moitié d'un logement individuel. Enfin, ça n'a pas de sens. On est sur une absurdité. Donc, il faut qu'on pense aussi tout ce gradient-là. Et on voit bien que là-dessus, on a un espace public qui devient un vrai espace de conquête, qui doit amener des qualités de vie aujourd'hui, qui répondent finalement à des questions d'habitabilité et pas uniquement de circulation, évidemment pas uniquement de circulation de véhicules automobiles. Alors, il y a pas mal de réactions concernant le logement neuf. Faut-il arrêter de construire du neuf? Est-ce que c'est une hypothèse raisonnable, crédible, quand on sait que tous les programmes, y compris de défiscalisation, sont imbriqués avec du logement social, etc. Est-ce qu'on peut se passer, vous parliez Sylvain, vous faisiez référence au fait qu'on soit accro à la défiscalisation. Est-ce qu'on peut comment s'en passer? Est-ce que c'est une hypothèse sur laquelle il faut travailler? Alors, moi, je pose la question avant de dire faut-il, quels sont les potentiels? Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose sur lequel on est aveugle en France, c'est sur les potentiels fonciers de nos espaces déjà urbanisés et les potentiels d'usage, d'intensification des usages des bâtiments existants. On a plus de 60%, plus des 2/3 des logements individuels en France qui sont considérés comme structurellement sous-occupés par l'INSEE. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est normal, c'est les vagues de construction des années 80, 90, 2000, des couples avec enfants, les enfants ont grandi, ils sont partis, on a des couples qui vieillissent dans des logements qui ne sont pas adaptés au vieillissement, c'est des maisons qui amènent de la place, c'est des gens qui habiteraient sans doute mieux ailleurs, dans des logements adaptés, et c'est souvent des jardins trop grands. Donc la question pour moi n'est pas de ne pas construire du neuf, la question c'est de travailler l'existant, de regarder au moins aussi autant de façon les potentiels de l'existant et de vraiment les mobiliser, et ça c'est d'autres outils. C'est d'autres outils que les outils qu'on mobilise aujourd'hui. Ça c'est la première question. Et après c'est quand on doit faire du neuf, mais c'est finalement la fin de la boucle. Moi je mets 3 boucles dans mon urbanisme circulaire avant, éviter de construire, éviter de déconstruire et éviter de s'étaler. Quand on doit faire du neuf, le faire essentiellement dans les espaces urbains. Mais déjà, posons un regard franc, honnête, sur les potentiels de nos espaces urbains. Je suis désolé, on a une explosion, voire un doublement des logements vacants dans les centres-villes des villes moyennes ces dernières années. On a des potentiels absolument phénoménaux qui sont aujourd'hui pas mobilisés. C'est par exemple plusieurs centaines de milliers de logements individuels. On est en train de parler de maisons. C'est pareil, c'est pas la voiture, c'est pas la maison qui est l'ennemi. Plusieurs centaines de milliers de logements qui sont possibles, qui peuvent être construits dans des jardins. Ou de bureaux, comme c'est suggéré, ou de reconversion de bureaux, comme c'est suggéré dans le chat. Oui, alors ça, c'est souvent la solution à tous nos problèmes. C'est un fantasme. La transformation de bureaux en logements. Je me souviens qu'au Moniteur, on a essayé de recenser un peu les opérations concrètes de reconversion. On a eu un mal fou à trouver. C'est pas forcément au bon endroit, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, oui, mais c'est pas la solution à tous nos problèmes, comme la reconversion des friches industrielles n'est pas non plus la solution à tous nos problèmes. Il faut qu'on mobilise tous les potentiels. Jérôme Baratier, sur cette défiscalisation, est-ce qu'il faut arrêter de construire du neuf?
On ne peut pas y répondre sans nuance et d'une manière générale. J'ai cru entendre qu'il y a certaines municipalités issues des urnes qui sont pas très loin de ce discours-là. Moi, je suis assez d'accord avec Sylvain. Il y a un vrai audit à faire sur le rendement habitant du parc existant. Et par ailleurs, il faut probablement au moins construire du logement social. Parce que la crise du logement des classes populaires, elle est encore présente. Alors, construire du neuf ou investir de l'existant, mais en tout cas, il y a une offre de logement qui reste problématique. Après, on voit bien que c'est plus du tout le même outillage entre les grands groupes capitalistiques qui ont la capacité à avoir du foncier, à négocier du foncier, à faire monter les enchères sur le foncier, à produire des macro-lots de logements et aller à petite cuillère dans le lotissement qui devient de plus en plus occupé par des veuves parce que finalement l'espérance de vie est assez cruelle pour les hommes. Mais voilà, les lotissements des années 60, 70, 80, voilà, qui commencent en effet à avoir un rendement à l'habitant. On voit bien que c'est pas le même mode opératoire, c'est forcément pas le même opératoire et donc le business model qui est derrière. Moi, je crois que ce serait intéressant d'en parler avec les majors là pour le coup. C'est comment est-ce qu'ils vont essayer de tirer encore beaucoup? Est-ce qu'ils sont en capacité à passer cette action sur mesure et ciblée et d'en faire un modèle industriel? C'est ça que je trouve intéressant. J'ai absolument pas la réponse en posant cette question, mais donc pour répondre à votre question, je dirais chiche. Et si on fait un moratoire de 3 ans sur un territoire, est-ce que ça pousse pas le marché à voir comment il peut opérer autrement? Alors les Allemands, en Allemagne, j'ai un article sous les yeux de reporters qui contre l'étalement urbain en Allemagne, donc une ville proche de Hambourg a interdit non pas la construction de logements, mais la construction de maisons individuelles. Alors c'est radical, mais peut-être efficace. Attention, contextualisons les choses. Typiquement, l'Allemagne, et pas que l'Allemagne de l'Est, a fait un travail sur la notion de croissance. Il y a eu un vrai débat national sur la question de la croissance, et on a admis qu'on pouvait faire projet, notamment projet de développement, y compris sans croissance de sa population. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de territoires, parce qu'on est sur des dynamiques, alors on verra dans quelques années, mais on est sur des dynamiques démographiques complètement différentes, au-delà de la question de la réunification. C'est qu'ils sont posés cette question-là, y compris à faire des projets urbains, à faire des projets d'aménagement qui partent de ce postulat-là. Il y a déjà assez de place, voire même il faut qu'on déconstruise. C'est ce qu'a fait Leipzig avec en assumant finalement le fait qu'ils allaient avoir une décroissance durable de leur population et en arrêtant de construire et en venant justement déconstruire et créer des espaces libres dans la ville comme autant d'espaces capables, réappropriables, etc. À tel point que le territoire est devenu attractif et qu'ils ont retrouvé de la croissance de population, ce qui quelque part est un échec du plan d'aménagement. C'était pas du tout l'objectif. Preuve que on peut regarder loin, on peut se donner un cap, mais ça ne veut pas dire qu'on prévoit l'avenir. Donc, oui, c'est peut-être possible et c'est sans doute souhaitable dans certains territoires, mais certains, et pas tous. Et on n'est pas dans les mêmes dynamiques aujourd'hui, en tout cas, pas dans les mêmes dynamiques à la fois des dynamiques de croissance d'attractivité, mais aussi de responsabilité. Et moi, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, au même titre qu'on a des périphéries distantes qui vivent finalement sur une consommation extensive du sol agricole pour attirer toujours plus d'urbains qui vont être dépendants de leur voiture. On a aussi des métropoles qui n'assument pas leur rôle et qui ne logent pas leurs familles, qui ne logent pas leurs habitants. Donc voilà, où sont les responsabilités et quels sont les moyens d'y arriver, quoi. Alors, en tout cas, pour montrer qu'on est loin de cette bascule-là, on a des territoires en France avec des déprises démographiques importantes de la ville-centre et de la consommation foncière qui reste importante dans les périphéries. Donc, je rappelle toujours qu'on a un quart de la consommation de foncier pour des usages d'habitat, donc des lotissements, qui sont dans des communes qui perdent des habitants. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de relation.
entre la question de la dynamique démographique et derrière la consommation foncière. Très bien. L'heure tourne. Il nous reste plus de 5 minutes puisqu'on s'était donné finalement 2 heures. Pour terminer, j'avais envie de vous poser une question. Je ne sais pas si vous arriverez à répondre en 5 minutes, mais vous êtes très bons professionnels tous les deux. Comment voyez-vous le métier d'urbaniste à un horizon, on va dire 30 ans, à 30 ans? Puisque si on revient 30 ans en arrière, le travail qui a été fait, c'est ce que je vous disais en préambule sur le devoir d'inventaire. Peut-être, ou alors on peut peut-être reformuler différemment. Quel regard portez-vous sur le travail d'urbaniste qui a été fait il y a une trentaine d'années, et puis comment vous vous projetez à 30 ans? Alors, en 5 minutes, je vous l'accorde, ça va pas être facile. Ouais, je vais reprendre mon slogan, mais je suis désolé, mais ça fait 50 ans. Ça veut dire que ça fait que 50 ans qu'on a donné la priorité à l'étalement urbain et à la construction en neuf. C'est récent. C'est un choix qui est à la fois le cumul des politiques de l'abandon du logement social du collectif des années 60. Que 50 ans, ça correspond à peu près à l'arrivée des urbanistes. Le métier d'urbaniste a existé ça correspond à la décentralisation. Je suis un peu taquin. Non, mais ça correspond à la décentralisation quelque part. La décentralisation, c'est l'aboutissement de ce processus-là sur lequel on vient gérer localement avec des outils inadaptés et l'irruption dans le système à la fois de la voiture massifiée et des infrastructures routières. C'est une dynamique qui est récente. Mais ça fait quand même un demi-siècle qu'on s'est donné ce cap-là et c'est notre référentiel. On a un problème de point de référence, c'est qu'on a toujours connu que ça, toute notre carrière, tous. Donc, imaginer autre chose, c'est compliqué. Donc, moi, je suis très clair. Si on veut répondre aux enjeux du siècle, il faut qu'on fasse bascule rapidement, très, très violemment, finalement, quelque part. Sans doute qu'on dépense moins en béton et plus en intelligence, donc on change de matière grise et qu'on passe les 50 prochaines années à construire la ville sur la ville, mais pour de vrai, pas simplement se le dire. Très bien. Jérôme Merci Sylvain d'avoir répondu avant, ça m'a laissé un peu vertigineux quand même. Si on considère que le premier âge des urbanistes, ils ont été les agents de l'aménagement du territoire vu par l'État et que le fleuron de ça a été les grands ensembles. Premier âge. Deuxième âge, en effet, renforcé par la décentralisation, l'urbaniste projet urbain avec l'écoquartier ou le grand projet urbain comme étant l'emblème. Je me suis posé la question, ça serait quoi le job dans 30 ans de celui qui vous voyez, c'est quoi l'île de Nantes dans 30 ans si on considère que l'île de Nantes, ça fait partie dans l'imaginaire des projets urbains réussis, à tort ou à raison, je pose pas de regard là-dessus, mais voilà. Et je me suis noté là sur ma petite feuille que c'est l'urbaniste qui a créé les conditions d'une nouvelle alliance entre la ville et la nature. Ou alors en tout cas entre l'urbain et le climat, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, je pense que c'est quand même vraiment l'immense question qu'on a du mal à traiter et qu'on est quand même tenté de continuer à faire comme avant, un peu mieux, parce que ça va bien passer comme ça. Voilà, je pense que les jeunes qui arrivent, ils vont être d'ailleurs, ils en sont beaucoup plus conscients. Mais voilà, il y a vraiment la question d'être l'agenceur de ces nouvelles alliances. Et ces alliances, elles sont entre les objets spatiaux, j'ai dit ville et nature, mais elles sont aussi entre campagne et métropole, Voilà, c'est ça. Quand je dis alliance, c'est pas juste, c'est aux différentes échelles. Ouais. Très bien. Ça me semble être une vision intéressante à creuser, bien sûr, et une excellente conclusion. Mais le mot de conclusion, ça sera pas ça, ça sera Christophe Le Sort. Si vous voulez bien revenir, puis peut-être nous dire ce que vous avez pensé de cet échange, ce que vous avez retenu, parce que vous étiez à la recherche de pistes de réflexion justement pour
pour insuffler au sein de Logo et lancer des débats. Est-ce que vous avez trouvé quelques pistes là dans ce qui a été dit durant ces 2 heures? Je ne vais pas résumer les pistes parce qu'il y en a beaucoup. On a fait le tour d'horizon, on n'a pas fait le tour du sujet. C'est très clair, on a abordé un nombre de thèmes assez considérables que j'ai même pas envie de citer. Enfin, nature des villes, organisation du territoire, habitat, méthode aussi. Beaucoup, et ça, j'en suis assez content parce qu'on entre vraiment dans le métier. On a même évoqué quelques autres sujets, agriculture périurbaine, activité, ville, question foncière que je vois revenir au cœur du sujet. J'en suis également très content. C'est quand même la constante sous des formes différentes depuis que justement les 50 ans d'urbanisme, même les 70 ans existent. On a très peu abordé la mobilité. Voilà, donc simplement ce que je dirais, c'est que ça donne envie surtout d'aller maintenant plus loin, un peu sujet par sujet, parce que c'est vrai que ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qu'on fait, assez concrètement, au-delà de l'analyse et de la critique du système. Voilà, donc à cette occasion, j'appelle un peu tout le monde, à participer avec nous à la suite. On va organiser des rencontres plus ciblées, donc dans la suite, des rencontres probablement du même type. On serait très content d'avoir d'autres personnes pour venir nous accompagner dans cet exercice. Comment on fait pour vous joindre? Vous avez un site internet? Comment ça se passe? Logo a un site internet. Vous pourrez y trouver un certain nombre de choses. On peut y compris adhérer à Logo dans le site internet, mais on peut également simplement prendre le contact. D'accord, je suppose que les participants ont toutes les références. Sinon, le site va s'afficher, ainsi qu'un certain nombre de liens qui ont été mis au cours de la conversation. Je rappelle, manifeste pour un urbaniste circulaire de Sylvain Grisot. Je le montre là, c'est la nouvelle édition. Et puis, on vous donne rendez-vous quand? Prochain rendez-vous? À définir. À définir ensemble. On va le définir parce qu'on est aussi un peu tributaire des événements. Des circonstances, comme bien montré tout ce qui s'est passé depuis longtemps. Très bien, mais pour ma part, je vous remercie. Je remercie Jérôme Baratier, Sylvain Grisot, bien sûr, pour ces échanges. Et puis pour toutes les participants au chat, là, il y a eu des choses intéressantes. On va relire ça maintenant à froid. Je suis sûr qu'il y a plein de choses. Merci et à bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.